Les trios de la rédaction vous arrivent, mesdames, messieurs, avec la rétrospective. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour à Fiston, c'est moi, mais avec Bon, nous sur ce plateau. bonjour, merci Blaise Bassabou, c'est cher Jospin, bonjour. Bonjour également à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre par instant. Il a fait ce travail que je devrais faire. Jospin, on sait déjà qu'il est là. Jospin, bienvenue. Merci beaucoup Blaise et bonjour aussi à mon confrère, bonjour à vous également et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Très bien. Nous allons parler de l'actualité, l'évolution de l'actualité, surtout au courant de cette semaine. La semaine marquée par ce qui s'est passé à Uvira, cette cacophonie, limbo grillo à Uvira, la confusion totale en tout cas au sein de la population. Nous avons fait d'ailleurs cette semaine une vidéo, les Ouazalendo qui s'affrontent aux forces armées de la République démocratique du Congo. Oui, la semaine a commencé très mouvementée avec des accrochages à Uvira entre une faction de Ouazalendo et les forces armées de la RDC. Je dis une faction parce qu'il y a beaucoup de groupes Ouazalendo à Uvira, plusieurs généraux dans cette ville aujourd'hui surmilitarisés. Et cela a conduit à des pertes énormes en vie humaine. Au moins 10 personnes sont mortes dans ces accrochages et 8 blessés, selon un bilan actualisé donné par le maire intérimaire le jeudi 28 août 2025. Et comme vous le savez, à l'origine, c'était un événement malheureux. Des fidèles d'une église fréquentée par la majorité de la communauté Banyamulenge qui s'est réunissait pour pleurer le colonel Guissoré Patrick qui est décédé dans un crash d'avion près de Kisangani. D'autres membres de la communauté Banyamulenge qui venaient de Burundi qui ont été traités des Rwandais, assiégés dans un bus vers Kamvivira et le centre de Mulongo à Uvira. Et malheureusement, certains Zalendo ont ouvert le feu. Et cela a créé une panique générale dans le centre commercial de Mulongwe. Même à Kimanga, là où il y a cette église-là de la 37e KDC. Et le lendemain encore, les Ouazalendo voulaient récupérer un point de contrôle au poste frontalier de Kavimvira entre la RDC et le Burundi. Cela a créé d'autres accrochages. Donc, c'était 2 journées très mouvementées. Et voilà, il y a des populations congolaises d'Uvira qui se sont dirigées vers le Burundi, craignant pour leur sécurité, surtout dans la commune de Kavimvira. Mais quand même, plus tard, il y a eu un conseil de sécurité urgent dirigé par le gouverneur. Plus tard, un conseil de sécurité local pour apaiser les tensions. Et finalement, il y a eu une délégation venue de Kinshasa. Les Ouazalendo ont baissé un peu la garde. Ils se sont convenus sur un cessez-le-feu avec les FARDC, affirmant qu'ils sont des partenaires et appelant la population au calme. La situation est déjà dressée. Les FARDC qui s'affrontent déjà au Ouazalendo dans une ville comme Uvira, surpeuplée, avec une menace au-dessus dans la plaine plutôt dans le haut plateau de Minembwe. Est-ce qu'on n'étend pas vers une situation qui sera difficile à maîtriser? Justement, c'est une situation déjà difficile à maîtriser. Pourquoi? Parce que ce rififi déjà qui a régné entre les FARDC et les Ouazalendo a constitué une déception totale pour les populations civiles. Vous avez, malgré différentes sorties médiatiques, on a vu le porte-parole des Ouazalendo à Uvira, Bertrand Tondo, c'est bien ça, et qui a appelé au calme et qui a réitéré encore l'engagement des Ouazalendo de pouvoir protéger la population et surtout de protéger la ville d'Uvira contre l'avancée de l'AFC 123. En tout cas, le porte-parole de Ouazalendo doit être clair. Il a dit, en tout cas, il a demandé à la population de continuer à faire confiance aux Ouazalendo qui sont en train de travailler aux côtés des FARDC pour protéger la situation. Seulement, avec les affrontements qui sont en train de se dérouler dans plusieurs coins. D'ailleurs, on en parle, c'était ça ma deuxième question. Ouais. Les affrontements continuent quand même dans le haut plateau et à Uvira. Aujourd'hui, l'on parle de Uvira qui est encerclé. Non, mais justement, ce sont des informations qui sont en train de circuler, mais quand vous voyez, par exemple, quand je me réfère au message d'hier, je pense, oui, c'était hier de Bertrand, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, Bernard Tondo. Bernard Tondo, qui a démenti cette nouvelle, qui a affirmé que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que les Ouazalendo, naturellement avec l'armée burundaise, sont en train de sécuriser, de protéger la ville d'Uvira contre l'avancée de l'AF-123. Seulement, il faut le dire tout à l'heure, cette violation de
prendre la mesure du cessez-le-feu qui continue à être observé sur le terrain et vraiment décrié partout. On a vu la sous-secrétaire des Nations Unies qui cadre avec l'Afrique, Martha, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mesure du cessez-le-feu n'est toujours pas? Le cessez-le-feu permanent n'est pas observé sur terrain. C'est un paradoxe qu'elle n'est pas en train de comprendre, malgré les travaux de paix qui sont en train d'être, qui se déroulent à Doha. Et on observe toujours sur le terrain, malheureusement, cette mesure du cessez-le-feu. Jospin, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Uvira est encerclé? C'est quoi la situation qu'on peut faire? Bon, sur le plan pragmatique, si nous restons sur les réalités du terrain, Uvira est quand même encerclé, on ne peut pas se voiler la face. Mais aujourd'hui, l'armée utilise une communication presque politisée, avec un narratif un peu flou. Mais si nous voyons la carte de la région, dans le haut plateau, à Minembwe, il y a le Touraneo allié à l'AF-123. Il y a des combats chaque jour à Mikenge, un autre village qui venait des Rugezi. Rugezi, on disait qu'il était passé encore sous contrôle de Wazalendo après avoir été contrôlé longtemps par le Touraneo allié à l'AF-123. Vous allez vers le côté Walungu. Dans le Walungu, il y a des combats. Jusqu'à Kamanyola, dans le territoire de Walungu, il y a l'AF-123. Et dans plusieurs autres villages, jusqu'à ce moment où nous parlons, dans le Walungu, il y a toujours des combats entre l'AF-123 et les Wazalendo. De l'autre côté, il y a l'armée burundaise qui est accusée de lancer des assauts sur Minembwe, sur Mikenge et tous ces villages, appuyant les forces armées de la RDC. Être encerclé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que du nord à l'ouest... Est-ce qu'on risque... Parce que, à part le côté sud où il y a le lac Tanganyika... On risque de vivre la situation de la province du Nord Kivu, surtout la ville de Goma, où l'on parlait... On a alerté même sur ces plateaux d'Kivu Morning Post que Goma était déjà encerclé et il n'y avait que les lacs. Voilà, à Uvira, ça risque d'être la même chose parce qu'il y a aussi le lac Tanganyika au sud. Vous allez vers le territoire de Fizi. De là, quittant Fizi jusqu'à Uvira, là, il n'y a pas de menace de la F-123. Mais si vous allez vers le haut plateau des Minembwe, du Tombwe, il y a une grande menace. Si vous rentrez sur le territoire de Walungu en allant vers la ville de Bukavu, il y a aussi une grande menace dans la plaine de la Ruzizi. C'est-à-dire que la voie de sortie risque d'être le lac Tanganyika et la frontière de Kavimvira. Et nous ne le disons pas pour faire l'apologie de la guerre, mais nous le disons pour aussi que l'opinion comprenne l'ampleur de la question. Justement. Il ne suffit pas de dire la ville n'est pas encerclée, la ville n'est pas en danger. La ville est en danger parce qu'il y a des combats autour de la ville et c'est chaque jour. Et les combats quittent même les fronts éloignés jusqu'à la frontière de Kavimvira. C'est grave, jusqu'au centre commercial. Parce qu'aujourd'hui, les FARDC, les armées qui coalisent pour faire face à l'Est comme leur ennemi, se retournent les armes. Elles deviennent des forces ennemies. Cela peut profiter à leur adversaire ou à leur ennemi. Et quand la menace commence à approcher la frontière du Burundi, est-ce qu'on peut dire que le Burundi, à un moment, sera obligé de se retirer de ces combats dans la plaine pour aller protéger son pays? Évidemment, si la menace de mercredi arrivait jusqu'à la partie burundaise, l'armée burundaise allait réagir immédiatement, que ce soit les FARDC, que ce soit les Wazalendo, on allait se retrouver en face d'un partenaire qui devient force ennemie en face. Et cela est à éviter côté de l'armée. Il faudrait qu'il y ait une bonne coordination des opérations. Et surtout, moi, je l'ai toujours dit, l'épineuse question ici, c'est la gestion de la ville. On ne doit pas laisser la gestion de la ville à 10 généraux de Wazalendo. Il y a des factions au sein de la ville. On devait laisser la sécurité de la ville, de la population à la police pour que toutes ces forces-là armées se concentrent sur le front et les entrées de la ville. Il ne faut pas dire que vous protégez la ville, mais il faut repousser la menace plus loin de la ville. Quand vous protégez la ville, mais si la menace approche de la ville, mais vous allez fuir. On a vu à Goma comment des éléments ont fui en passant par le lac Kivu parce qu'il faut protéger la population. Quand la menace approche la ville, vous allez protéger la population et vous serez obligé de fuir. Donc, il faut prévenir tout cela. Et moi, je pense que la prévention n'est pas au niveau de Wazalendo ou au niveau de Touraneo qui aussi réclament se protéger. La prévention, c'est au niveau des décideurs, au niveau de Kinshasa et au niveau de Goma.
ceux qui coordonnent les opérations militaires, ceux qui prennent part au pourparlers à Doha, c'est à eux de dire, de se décider. La menace approche cette ville aujourd'hui où il y a un grand arsenal de combats, toute la base arrière des FARDC au Sud Kivu, toute la base arrière de Ouazalendo au Sud Kivu, c'est à Uvira. Si les combats approchent cette ville, on risque d'assister à un carnage plus grand que celui qu'on a vécu à Goma. Donc c'est aux décideurs de se dire, nous devons reculer comme c'était décidé dans l'accord de principe, même de 10 km et plus pour protéger la population. Et être strict à ce sujet, que les commandants des opérations de ce côté et de l'autre côté soient stricts et qu'on arrête les hostilités autour de cette ville parce que c'est un danger, parce que le Burundi est à côté. Il suffit juste d'un faux pas et le conflit sera régional. Très bien. Donc, je vais quand même revenir sur ça, Blaise, excusez-moi. C'est exactement ça, la question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces affrontements à Kavimvira, c'est quand même à la frontière avec le Burundi, on y va à pied pour être au Burundi. Est-ce qu'on ne risque pas de faire de cette guerre une guerre vraiment régionale avec l'M23 qui considère déjà le Burundi comme partie au conflit? Alors, départ de relations diplomatiques qui existent déjà entre la RDC et le Burundi, on est déjà, les deux pays entretiennent de très bonnes relations diplomatiques. La preuve, vous avez vu l'armée burundaise qui soutient, n'est-ce pas, les FARDC dans cette guerre. Ce qui fait que le fait que disons, la guerre se rapproche de plus en plus de la frontière, constitue un danger surtout pour les autorités. Il faudrait que les autorités elles-mêmes, les autorités congolaises alors, prennent les dispositions possibles au niveau de la frontière. Ça veut dire, aujourd'hui, tout le monde sait déjà que Uvira est devenue une ville surmilitarisée. Nous avons toutes les forces là-bas confondues, les Ouazalendo, les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons également, naturellement, sûrement ceux-là qui sont visibles aussi, l'armée burundaise également, c'est au niveau de la frontière. Il faudrait plutôt que les autorités créent des stratégies pour sécuriser la frontière et essayer un peu de désengorger la ville en ce qui concerne cette multitude de forces armées, qu'on essaie un peu de déployer, de ne pas concentrer tous ces éléments dans la ville, qu'on essaie un peu de les déployer où il y a plus de dangers. Cela va permettre à ce que, comme l'a dit Jospin, la police, dans la ville, au sein de la ville, au centre de la ville, la population sera sécurisée par la PNC, la police nationale congolaise. Et au niveau des périphéries, là-bas, il y aura maintenant les forces de défense qui seront entrées, soit de repousser, comme ils l'ont dit récemment, ou de protéger leurs limites. Carrément leurs limites. Ça peut être très, très bon. Protéger leurs limites dans le cadre d'être à la mesure où le belligérant s'est décidé d'observer la mesure de ce seul feu, alors les mesures seront sécurisées pour empêcher à ce que aucune des parties ne franchisse la limite qui sera établie dans le cadre Jospin, je suis venu d'Uvira et j'ai parlé d'un élément important, c'est que la grande partie de la plaine de la Ruzizi est contrôlée, la sécurité dans la zone est contrôlée par le Burundi. Aujourd'hui, maintenant que l'M23 ne veut pas avoir de forces étrangères sur le sol congolais, on l'a vu, ils ont expulsé les mercenaires. Est-ce qu'on arriva à Uvira? Quel scénario possible? Bon, je vais répondre avant de revenir sur la question aussi de discrimination dans Uvira. Il ne faut pas l'oublier, c'est très capital parce que c'est parmi les causes de conflits quand il y a des d'épuration ethniques comme alerté par le M23, c'est aussi dangereux. Il faut d'abord savoir, Blaise, que l'AFC-M23 a déjà combattu l'armée burundaise au sein de la force de l'EAC. Au Nord Kivu. Après le départ de la force de l'EAC, il y a un contingent burundais qui est resté à Mubambiro. Et lors des combats à Goma, autour de Goma, l'AF-123 a déjà combattu l'armée burundaise. Donc ça ne sera pas une nouveauté. Aussi longtemps que l'armée burundaise restera partenaire aux forces armées congolaises qui combattent l'AF-123, lors des combats, il y aura toujours des accrochages entre les deux parties. Donc pour répondre clairement à votre question, si aujourd'hui la crise reprenait encore dans la zone, les combats reprenaient dans la zone dans la plaine de la Ruzizi, et si la 123 s'est décidé d'avancer vers Uvira, certainement il y aura des combats sur le sol congolais entre l'armée burundaise et l'armée révolutionnaire congolaise de l'AF-123. Et parce que il faut voir même la communication de l'AF-123. Est-ce que ces affrontements, est-ce qu'il y a un risque que ces affrontements aillent jusqu'au Burundi? Je pense que l'AF-123 n'aura pas intérêt parce que ça va être dangereux pour eux de combattre un pays voisin. L'élimination de la menace à la source. Si la menace allait jusqu'au Burundi,
est-ce qu'il n'y a pas risque que l'M23 aille éliminer la menace? Bah, comme je le disais, le combat se mène sur le sol congolais. Voilà. Si la F-123 traversait la frontière pour aller attaquer l'armée burundaise, ça sera autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais si le combat se mène sur le sol congolais, la F-123 considérera ce contingent burundais comme faisant partie de la coalition gouvernementale des partenaires. Parce que même la MONUSCO, à un moment donné, avait été considérée comme partie prenante au conflit. Et dans le sac ici, nous savons que la F-123 a combattu aussi certains contingents de la MONUSCO. C'est pourquoi il y a eu des Sud-Africains décédés sur le front. Ouais. Mais cela a été considéré comme une riposte à la force gouvernementale. Sinon, les règlements ou le respect des droits humanitaires des guerres aurait coûté cher à la F-123 qui aurait combattu la force de l'ONU. Mais comme c'était considéré comme une force faisant partie au conflit de la coalition gouvernementale, on n'a pas suivi des sanctions. Justement. Par exemple, si dans la plaine aussi, il faut que l'armée burundaise soit conséquente. Si vous êtes sur le sol congolais pour combattre la F-123, attendez-vous soit à vaincre cette force-là en face ou à être vaincu par elle. Et si vous êtes vaincu, donc vous serez repoussé loin des frontières congolaises. Ouais. Parce que si la F-123 aujourd'hui contrôlait une zone frontalière avec le Burundi, cette force-là, la F-123 ne va pas traverser. Elle va rester sur le sol congolais. Donc, moi, je pense que les risques qui est cette guerre sous-régionale sont minimes. Mais si, en tout cas, ça persiste, on peut avoir des aléas de part et d'autre, des aléas sur le sol congolais et des aléas sur le sol burundais, ou alors des dégâts collatéraux. Par exemple, une bombe qui tombe sur un village burundais, ou une bombe venue du Burundi qui tombe sur un village congolais. C'est des dégâts collatéraux comme ça, des aléas. C'est vraiment possible, sans oublier aussi que le Burundi est accusé de faire des assauts sur des villages congolais. Donc, pour vous dire que si le Turano, par exemple, lancer aussi une bombe sur un village burundais, ça sera comme un acte de réciprocité. Justement, déjà c'est la déclaration de la guerre. C'est ça les risques. Mais une solution qui a été proposée par l'Afrique du Sud et Kinshasa qui claque la porte. Kinshasa ne va pas envoyer une délégation, et ni le président de l'Assemblée nationale ne va pas se rendre. On parle de cette solution de l'Afrique du Sud, surtout de la fondation Thabo Mbeki. On en parle. Jospin, on commence avec Fiston. Moi, c'est Fiston. Jospin, Jospin, on commence avec Fiston. Très bien, merci. On voulait en parler. Merci, c'est bon, on y va. Justement, avec cette proposition de la fondation Thabo Mbeki, qui au début a suscité plusieurs... les voix se sont élevées en tout cas face à cela. Voit aujourd'hui Kinshasa qui rejette cela en bloc. Bon, je suis en train de me dire personnellement que c'est peut-être parce que la fondation Thabo Mbeki a tenu compte de certaines personnalités politiques aujourd'hui qui sont accusées par Kinshasa d'être de mèche avec l'AF-123. On prend le cas déjà de Joseph Kabila qui a été cité parmi les personnalités politiques qui devraient prendre part à ces dialogues. De l'autre côté, il y a Moïse Katumbi, pratiquement qui constitue maintenant un opposant constitutionnel même. Et si Kinshasa a eu disons, à ne pas s'inscrire dans cette même logique que celle de la fondation Thabo Mbeki, certainement, pour moi, je pense que ça vaut la peine de ne pas se retrouver sur une table. Ça, c'est Kinshasa c'est une analyse en tout cas. Kinshasa craint de se retrouver sur une même table sur une personnalité comme Joseph Kabila qui aujourd'hui est accusé d'être derrière l'AF-123. Des procès, vous avez vu des procès contre lui. Et figurez-vous, si on prenait la logique, on s'est réunis avec... en Afrique du Sud, avec Joseph Kabila, le gouvernement de Kinshasa et d'autres personnalités politiques pour parler de la paix, peut-être ça va vraiment d'un pied gauche. J'espère qu'est-ce qu'on va dire exactement de cette initiative, alors qu'on attendait voir les Congolais autour d'une même table pour parler de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa ne veut pas. Moi, je pense que les raisons avancées par Kinshasa sont justes et correctes, comme venait de le dire Fiston. Aujourd'hui, Kinshasa est sur plusieurs initiatives, notamment Washington, Doha. Il y a aussi le dialogue national attendu. Les CC et la 5 ont déjà donné leur feuille de route pour l'organisation d'un dialogue national inclusif. Maintenant, je ne vois pas aussi l'opportunité immédiatement de cette autre initiative. Mais si on la prenait comme processus direct de paix, il s'agit par contre d'une conférence internationale sur la paix.
Et on n'a pas invité le gouvernement comme tel, on a invité certaines personnalités, comme le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. On ne l'a pas invité comme représentant du gouvernement congolais. On a invité aussi peut-être l'F-123 qui pourrait envoyer qui elle veut, pas nécessairement Corneille, même si on l'a cité, Joseph Kabila également. Mais ce n'est pas quand même un dialogue qui rentre dans la même démarche comme celui initié à Doha ou les démarches de Washington et tout. Mais il faut voir maintenant les antécédents qu'il y a entre Thabo Mbeki et Kinshasa. Thabo Mbeki a montré clairement son soutien à Joseph Kabila. Ils sont amis peut-être. Je vis même un rapprochement. Et lui aussi a soutenu la démarche de Joseph Kabila selon laquelle on devait trouver une solution congolaise à la crise congolaise ou impliquer la sous-région, les Africains, plutôt que d'aller très loin, trouver des solutions aux États-Unis d'Amérique ou au Qatar. Et lui, il pense, Thabo Mbeki, il pense, l'ancien président sud-africain, il pense que les voisins peuvent réconcilier les Congolais, peuvent aussi apporter leur part de réconciliation, même si le gouvernement congolais pense que ce n'est pas opportun. Et Mouya a été clair. Thabo Mbeki s'était prononcé au sujet du retour de Joseph Kabila au pays. Il s'est prononcé au sujet des propositions de Joseph Kabila. Et selon Kinshasa, Thabo Mbeki avait pris position. Il s'est rangé derrière Joseph Kabila. Comme Fiston venait de le dire, Joseph Kabila est poursuivi pour trahison, occupation de Goma. Et on a même proposé une condamnation à mort. On a requis la peine de mort. Donc, je pense que ça serait paradoxal aujourd'hui pour Kinshasa de se retrouver sur une même table encore avec celui qui est poursuivi par la justice, celui qui est recherché par la justice. Corneille Nangaa aussi, avec lui, Kinshasa se retrouve avec des émissaires à Doha. Donc, on n'a pas besoin de notre processus à côté, surtout que presque tous les opposants sont pour le dialogue national inclusif proposé par l'ECC et la CENCO. Donc, je pense aussi qu'on ne peut pas continuer à gaspiller des énergies de gauche à droite. On peut rester focus sur un processus clé comme celui-là qui implique tous les Congolais, des opposants, la majorité et les confessions religieuses. Nous allons faire un numéro spécial au courant de cette semaine sur cette initiative parce que la question évolue et je vous laisse donner votre point de vue par rapport à cette initiative. Est-ce que l'initiative va nous aider à sortir de la crise à l'est de la République démocratique du Congo? Laissez votre point de vue en commentaire, on va vous lire. On va essayer de discuter dans ce numéro spécial. Messieurs, dames, merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, merci de nous faire confiance. Les informations vraies, c'est nous. Portez-vous bien.